J'ai donc utilisé l'iPhone Air, et à chaque fois que je le sors, c'est toujours exactement la même question. Et la batterie, ça donne quoi? Parce que c'était censé être la seule chose qui allait détruire ce téléphone, non? Il est trop fin et trop petit, aucune chance que ça tienne. Mais la batterie n'est pas le problème de l'iPhone Edge, ce n'est même pas ça. Le vrai problème, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. J'essaye toujours de comprendre à qui ce téléphone s'adresse vraiment. Alors, Apple a fabriqué son iPhone le plus fin jamais conçu, n'est-ce pas? Il fait 56 mm, ils ont mis un seul appareil photo, la plus petite batterie, et le vendent 999 $. Chaque décision aurait dû aboutir à, comme le nouvel iPhone mini, un téléphone que les gens aiment, en théorie, mais que personne n'achète vraiment. Et je n'arrive pas à comprendre ce que ce téléphone représente pour moi, ni si Apple a vraiment réussi quelque chose de remarquable ici, parce que je ne peux pas recommander ce téléphone à la plupart des gens. Maintenant, si vous voulez une comparaison détaillée, caractéristique par caractéristique, entre l'Air et le Dix7 Pro, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je mettrai le lien en dessous. Cette vidéo évoque l'expérience de vie avec l'Air. On a l'impression que c'est ce qu'un iPhone de 2025 est censé être. Je n'étais pas prêt à voir combien cela compterait pour moi. La finesse, c'est envoûtant, je crois. Chaque fois que je le prends, mon cerveau se demande comment cela peut-il être un téléphone entier. Puis l'autre jour, j'ai repris mon ancien 16 Pro Max et j'ai eu l'impression de tenir un téléphone d'il y a 10 ans. Être aussi fin a un effet secondaire étrange. Le bouton de l'appareil photo est parfois difficile à trouver. Votre doigt glisse là où vous l'imaginez. Il aurait mieux valu le surélever comme les boutons de volume qu'on sent bien. Le titane poli ici est vraiment agréable au toucher. Tout le monde devient fou à propos de l'aluminium sur les modèles Pro cette année, et c'est cool, mais le titane c'est autre chose et ça donne vraiment une sensation haut de gamme. C'est difficile à décrire sans donner l'impression que je viens d'avaler tout le discours marketing d'Apple. Mais je vous assure, c'est réel. L'écran est impressionnant. 65 pouces, ce qui me semble être la taille idéale pour moi et la plupart des gens. Ni aussi grand que le Pro Max, ni trop petit. Écran diode électroluminescente organique ProMotion 120 Hz. Aucun compromis, l'écran est identique à celui des modèles Pro. Pour certains, luminosité et couleurs sont superbes, défilement fluide. Apple n'a pas fait d'économie sur l'écran pour rendre cet appareil fin, et ça compte vraiment. Cette sensation haut de gamme et la finesse de l'écran résument ce téléphone, et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous faire économiser 1000 $. Si vous voulez mettre une coque, je ne vous conseille pas d'acheter ce téléphone. Je le pense vraiment. Cet appareil vaut surtout pour sa finesse. Dès qu'on le recouvre de caoutchouc ou plastique, vous avez juste acheté une batterie moins performante, moins d'appareils photo et un format quasi identique aux autres iPhones. Je crois que vous avez perdu 200 $, car l'iPhone 17 classique existe et il vous conviendrait mieux. Je savais que ce téléphone était plus solide qu'il n'y paraît. On a tous vu la vidéo de Zach qui le torture, mon test de résistance. Je l'ai gardé dans ma poche arrière et me suis souvent assis dessus, pensant qu'il prendrait la forme de mon derrière, mais rien n'a changé. Il a toujours l'air tout neuf. Il est tombé 2 fois de mon short de sport sur le parquet. Aucune éraflure. La qualité de fabrication est sans doute l'un des meilleurs travaux d'Apple. Et j'ai été assez critique envers les choix de design récents par le passé. Ce téléphone donne en quelque sorte l'impression d'être plus durable que mon 16 Pro Max, ce qui est fou, parce que objectivement il est censé être plus fragile. Il y a donc quelque chose dans la façon dont ils ont conçu celui-ci qui, en fait, fonctionne tout simplement, contrairement à mon 17 Pro Max en aluminium, qui a suffi d'une seule chute sur du béton. Donc je pense que je recommanderais probablement de prendre simplement AppleCare comme une coque, honnêtement, pour avoir la protection sans vraiment tout gâcher. Qu'est-ce qui rend ce téléphone spécial ? Parlons de l'autonomie. Beaucoup, moi compris, craignaient une catastrophe. La batterie est clairement inférieure à celle des autres iPhones. Je finis chaque jour à environ 20% avec mon 16 Pro Max. Cela survenait en usage intensif, donc c'est moins bon, mais ce n'est pas le principal problème de ce téléphone. Je le retire du chargeur vers 8h30, puis le pose sur mon support, MagSafe au bureau et le recharge aussi un peu en voiture. J'ai refusé d'acheter la batterie externe Apple à 100 € car si j'en avais besoin, pourquoi avoir un téléphone si fin ? Je précise que l'autonomie de mes téléphones m'angoisse. Sous 40%, je cherche un chargeur. Donc sur le papier, ça va être un vrai désastre pour moi. En fin de journée, il me reste 15 à 20% comme la plupart des gens ici qui utilisaient leur 16 Pro l'an dernier. En profitant des arrêts au stand pour recharger leur voiture pendant mon travail, je n'ai eu aucun problème de batterie.
Et en regardant les données réelles du temps d'écran au cours de la semaine dernière, j'atteignais entre 5 et 7 heures d'écran allumé. Mon jour le plus chargé, j'ai atteint 7 heures et 6 minutes. Sans ces arrêts au stand, j'aurais eu des problèmes. Je sais aussi que brancher occasionnellement n'est pas un vrai test de batterie. J'ai passé la journée sans recharger, affrontant mon angoisse de batterie avec seulement 15 à 20% restant le soir. Pour clarifier, c'était avec ces arrêts de recharge. Si je n'avais pas accès à des recharges sporadiques, je ne pense pas que je ferais confiance à ce téléphone pour tenir toute une journée. Si vous n'êtes pas aussi passionné par la batterie que moi, ne vous inquiétez pas et profitez de votre téléphone fin. L'autonomie de la batterie était des meilleures que prévu, car je m'attendais à quelque chose de terrible, mais ce téléphone ne tient toujours pas une journée entière. Petit conseil, pour optimiser votre batterie, faites une configuration propre du téléphone. Ne restaurez pas à partir d'une sauvegarde, je sais que c'est vraiment pénible, configurez-le à partir de 0. Mais les fuites de mémoire, les erreurs ou de vieilles sauvegardes nuisent à l'autonomie de la batterie. Si l'autonomie est importante, repartez de 0. Ce conseil vaut pour tous les iPhones, pas seulement ce modèle. Voici un exemple concret d'autonomie, même si c'est un cas particulier. L'un des gars du studio. Ils ont un bébé d'environ 1 an. Et ils ont dû l'emmener d'urgence aux urgences à cause de certains problèmes qui se passaient. Et Ralph, dont c'est le fils, il a pris son iPhone Air avec lui en plein milieu de la journée, direction les urgences. Il n'a pris ni coque batterie, ni batterie externe, ni chargeur. Dans ce genre de situation, en restant toujours sur ton téléphone à donner des nouvelles et parler à la famille, tu ne tiendras pas la journée. Cela le stressait vraiment, car c'était son moyen de communiquer avec des médecins extérieurs, des pédiatres et sa famille. Et le niveau de batterie qui descendait de plus en plus ne donnait vraiment pas confiance. Cas particulier, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit si vous allez être loin d'un chargeur pendant un certain temps. Donc l'appareil photo principal de 48 mégapixels, je veux dire qu'il est vraiment solide. Et même avec un éclairage uniforme, je pense qu'il s'en sort bien. Ce rendu imagerie à grande gamme, dynamique, très travaillé et plat a un aspect Léon correct, mais je n'en suis pas fan. À part le contraste, j'ai trouvé les photos très bonnes. En termes de qualité, il est au même niveau que les autres iPhones. Le problème cependant, c'est ce qui manque. Pas d'ultra grand angle, c'est dommage car l'iPhone 17 classique et le 17 Pro en ont un. Seul l'Air n'en a pas et pas d'objectif téléphoto non plus, ce qui est encore plus important pour moi. Je passe mes week-ends sur des terrains de baseball et de football, essayant continuellement de saisir des instants depuis les gradins d'un auditorium. Je privilégie toujours le meilleur zoom téléphoto dans le choix de mes téléphones, c'est ma priorité absolue. Donc je savais en commençant que ça risquait d'être un point rédhibitoire pour moi. Je savais que ce téléphone ne pouvait pas faire ce dont j'avais besoin. Le zoom 2x est quasiment inutile pour tout ce qui se trouve à plus de quelques mètres. On essaie de prendre une photo. Sur scène ou sur un terrain de foot, pour un enfant, ça devient vite inutilisable. Les images deviennent floues, les détails sont vraiment brouillés. Tu te retrouves avec des photos qui ont l'air correctes sur ton écran, mais qui s'effondrent dès que tu les regardes sur quelque chose de plus grand. Donc avec les modèles Pro, je peux obtenir ces prises de vue serrées et nettes depuis les gradins tout le temps. Les visages sont nets, les expressions sont visibles, le moment est vraiment bien capturé, avec l'air. Par exemple, j'ai des plans larges où mon enfant n'est qu'une petite silhouette dans le cadre. Et évidemment, je peux recadrer en post-production, mais je travaille avec une qualité d'image très dégradée à cause d'un zoom numérique. C'est la différence entre la bonne prise et une prise ordinaire. D'accord, je filme cette vidéo un mardi. Samedi dernier, j'ai regardé mon fils de 6 ans jouer au football, clin d'œil au chasseur de démons. Et il y a eu plein de moments où les photos avaient vraiment l'air incroyables. Et pour aller plus loin, elles semblaient avoir été prises avec un nouvel iPhone. Quand elle est devant moi, ces photos rappellent celles du 17 Pro, les hautes lumières et les couleurs sont éclatantes. Les arbres et le ciel derrière elle ressortent un peu, mais c'est vraiment réussi. Même sans grand angle, je prends facilement cette photo de mes 3 enfants. Là où ça se complique, pour moi, on cherche seulement à avoir une bonne photo d'elle dans le champ. Voici donc la focale standard, voici le 2x, et voilà où ça s'est effondré. J'ai fait un zoom numérique 5x juste pour rester cohérent avec ce qu'il y avait sur le Pro Zoom. Ça ne vous importe peut-être pas du tout, mais si c'est le cas, c'est probablement rédhibitoire. Voici donc une photo de Night sur le monticule. J'étais debout sur la ligne de 3e base, pas si loin, et on dirait qu'il est à des kilomètres de moi. Voici la photo en zoom 5x. Ça semble correct, mais en zoomant sur son visage, ce n'est pas une déformation type peinture à l'huile, mais ce n'est pas top non plus. Et je ne veux pas trop insister sur ce point, mais pour être équitable envers mes 2 enfants.
Voici mon fils du milieu, Zach, à la première base. Encore une fois, je suis sur la ligne de troisième base. Il paraît si loin. Avec un zoom 5x, vous voyez l'idée. Je dois dire que pour prendre des photos classiques, par exemple de 2 faux chiens, l'appareil photo fonctionne très bien. Pour mon cas, les limites de l'appareil photo sont rédhibitoires, pas seulement agaçantes. Soit j'accepte de rater des moments, soit je dois transporter un deuxième téléphone pour les matchs et les récitals. Et si je fais ça, à quoi bon ? La qualité vidéo est, je pense, ce qu'on peut attendre d'un iPhone, c'est-à-dire qu'elle est vraiment excellente, probablement encore parmi les meilleures du secteur. Les hautes lumières sensées sont bien gérées et la stabilisation efficace. Si vous filmez une vidéo standard avec le R, le 17 ou le 17 Pro, comment distinguer la différence de prix ? Donc, pour donner un exemple de qualité vidéo et sans aucune raison de papa fier, voici Zach qui frappe la balle vers le champ droit. Il aurait probablement dû rester en première base, mais il a quand même réussi à transformer ça en un double. Ça reste un iPhone pour la vidéo, ce qui veut dire que c'est toujours très bon, mais pas le meilleur que Apple puisse offrir. Je voulais aussi échanger avec quelqu'un qui a acheté un iPhone Air dès sa sortie et l'utilise au quotidien. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon ami Ralph utilise cet appareil tous les jours depuis le premier jour, et il a rencontré une limite à laquelle je n'avais jamais pensé. Il a photographié les orteils de son fils Riley pour un dossier médical, car le médecin voulait voir l'aspect des lis des ongles. L'absence de mode macro sur ces téléphones signifie que la moitié de ces photos étaient ni floues. Il faut tenir le téléphone beaucoup plus loin que ce qui est beau naturel, puis recadrer l'image après coup. C'est agaçant au point de se demander pourquoi on s'embête avec ça. La caméra frontale, avec 18 mégapixels et Center Stage, est la meilleure selfie jamais proposée par Apple. Grâce à son design carré, tenez-le verticalement ou filmez en paysage. La qualité, c'est fantastique et ça fonctionne tout simplement. Et je ne comprends généralement pas pourquoi il a fallu autant de temps à Apple pour faire ça. En termes de performance, l'A19 Pro est une bête. Quelle surprise! Voici les scores Geekbench, si ça vous intéresse. Il semble que l'air soit un peu bridé lors des tests. J'imagine que c'est pour gérer la température dans un châssis aussi fin. Mais dans la pratique, vous ne remarquerez absolument pas ces scores. Et Geekbench, à mon avis, ne veut absolument rien dire, surtout quand on teste les processeurs d'Apple. Le défilement est fluide et les jeux fonctionnent très bien. Pour tout ce que vous faites réellement avec votre téléphone au quotidien, cela ressemble presque exactement au modèle Pro. Les benchmarks racontent une histoire, mais l'expérience réelle en raconte une toute autre. J'ai remarqué parfois un léger ralentissement ou des saccades, comme si le téléphone limitait ses performances pour économiser la batterie. C'est rare, mais quand cela se produit, c'est notable, gardez-le en tête. Si vous faites quelque chose de gourmand, le module photo à l'arrière peut vite chauffer. Mais le vrai problème avec ce téléphone, ce qui m'agace constamment, c'est le haut-parleur. Ce n'est pas le volume, mais la qualité. Le téléphone a un seul haut-parleur en haut, pas de stéréo ni de basse, et en mode paysage, c'est pareil. Ça paraît fou à l'équilibre, parce que le son ne vient que d'un seul côté. Je ne veux pas dire que c'est un peu moins bien, je veux dire que c'est visiblement mauvais et constamment pire. Chaque vidéo que tu regardes sur ton téléphone, tu t'en rends compte. Il n'y a aucune profondeur dans le son. La musique manque de consistance. Les appels téléphoniques sonnent bien, FaceTime sonne bien. Mais le haut-parleur, j'appuie constamment sur le volume et j'ai toujours l'impression qu'il pourrait aller plus loin. L'absence de stéréo implique aussi aucune séparation spatiale. Tout provient d'un seul point en haut du téléphone. Pour être honnête, je m'y suis habitué après quelques semaines, donc voilà où j'en suis. L'iPhone Air est un téléphone qui ne convient à presque personne. Il faut savoir précisément à quoi on s'engage. Vous connaissez les limites dès le départ, n'est-ce pas? Si vous savez qu'il n'a qu'un seul appareil photo, qu'il n'a pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif, un seul appareil photo, pas de téléobjectif ni d'ultra grand angle. Vous le saviez? Autonomie inférieure aux autres? Vous le saviez? Le haut-parleur grésille? Ça je l'ignorais, mais vous voilà informé. Si vous pouvez vivre avec tout ça, ce téléphone est vraiment spécial. Et je comprends, parce que je fais exactement ce compromis avec mon MacBook Air et c'est tout le principe. Et pour moi, ce compromis en vaut la peine, chaque jour. L'iPhone Air suit la même philosophie. Si cela vous parle, si vous êtes le genre de personne qui accorde de l'importance au design et à la sensation de respect face à la supériorité, vous allez adorer cet appareil. On a l'impression d'être dans le futur, une sensation inédite avec un iPhone depuis des années. Honnêtement, ça donne l'impression que tous les autres iPhones sont dépassés. L'iPhone X7 classique à $799 est sans doute le meilleur choix pour la majorité.
Promotion, excellent appareil photo, bonne autonomie. Vous pouvez même le mettre dans une coque sans avoir l'impression de gâcher l'intérêt du téléphone. Le Dix 7 Pro, à environ 1100$, ne coûte que 100$ de plus que l'Air et offre tout. Système photo complet, meilleure batterie, double haut-parleur. L'Air ne cherche manifestement pas à s'imposer par ses performances ou son rapport qualité-prix. Je pense qu'Apple veut ici prouver qu'ils peuvent encore faire quelque chose qui fait dire aux gens « Waouh, c'est nouveau et excitant ». Et je pense qu'ils préparent le terrain pour l'iPhone Fold de l'année prochaine avec ce langage de design. Et j'espère vraiment qu'Apple va continuer avec l'Air et qu'ils vont le produire pendant encore de nombreuses générations. Quand la deuxième ou troisième génération d'appareils sera là avec de bons appareils photo et des haut-parleurs améliorés, ce sera sans doute le téléphone parfait. Ce téléphone pourrait plaire à tous, je ne le garderai pas comme principal car j'ai besoin du téléobjectif pour les matchs de mes enfants. L'anxiété liée à la batterie pendant les longues journées et les soucis de haut-parleurs me gênent plus que prévu. Mais je suis vraiment content que ce téléphone existe, parce que, pour la première fois depuis longtemps, un iPhone m'a surpris. Et dans un marché où tout semble itératif et sans risque, ça compte plus que ce que je pensais. L'iPhone Air ne convient à presque personne. Si vous êtes 7 personnes et souhaitez retrouver l'enthousiasme pour un téléphone, vous pourriez accepter ces compromis. C'est le téléphone le plus intéressant qu'Apple ait sorti depuis des années, et chaque fois que vous le prenez en main, je vous garantis que vous aurez le sourire aux lèvres.